Jean-Marc Barr, bonsoir. Vous n'avez pas besoin du shampoing sec de Monsieur Lagerfeld. Avec des cheveux, comme sa tête est très bien formée, les cheveux, il peut s'en passer. Hein. Avant d'arriver à vous, je peux vous demander, il vous drague ou quoi, Madame Trottmann? Pendant tous les sujets, il vous parle, qu'un Lagerfeld, il vous fait marrer, etc. Qu'est-ce que vous avez? Je suis habitué à faire des conversations aux gens. Je veux dire, je n'ai pas un problème de communication, moi. Pourquoi vous? J'aime beaucoup Madame Trottmann-Ferré. En tout cas, on est ravis que vous soyez là. Vous savez que vous avez des points communs avec l'un et l'autre? Ben, je suis né en Allemagne. Ah bon? Voilà, ça c'est le point commun avec... L'Alsace, c'est pas allemand. Hein. Non, je sais bien. Mais l'autre point commun avec... Mais je suis né pas trop loin de... Le point commun avec Madame Trottmann, c'est que Madame Trottmann a étudié la théologie. Et vous deviez être prêtre quand même. Ouais. Et il s'est passé quand même un truc un peu bizarre parce qu'il a fui quand même en courant, c'est ça? Pourquoi? Bah, j'étais très jeune et puis j'ai découvert que les prêtres sont des humains comme tout le monde et qu'ils font des fautes et que peut-être c'est à moi de faire des fautes moi-même. C'est-à-dire quel genre de fautes? Parce que ça, c'est des choses qui se passent partout dans le monde et qu'il vaut mieux pas en parler parce que c'est pas attaqué. Pour être clair, vous avez été tripoté? Non, il y a des gens qui essayent de prendre avantage de leur position et heureusement que je me suis échappé. D'accord. Mais à 17 ans quand même, quand vous rentrez au séminaire, excusez-moi, mais comment vous imaginez votre vie? Quand vous rentrez, vous dites « je serai prêtre ». C'était juste une curiosité. J'étais un athlète en train de jouer au football américain et je voulais aller au même moment à l'Air Force Academy aux États-Unis. Et j'avais envie aussi de peut-être poursuivre la théologie. Et puis j'ai passé beaucoup de temps à l'église. J'y croyais à mort jusqu'à un certain moment. Ça vous a dégoûté? Non, pas dégoûté. Ça prend du temps à digérer, de comprendre que personne n'est parfait. Et là, j'ai découvert ça. Et ça m'a donné la possibilité un petit peu, dans mon travail, de transférer cette spiritualité. Alors lui, Karl Lagerfeld, il n'a jamais voulu être prêtre parce que sa mère vous l'avait interdit. Oui, mais il y avait des raisons à ça. Hein. Parce que mes parents, mon père était enfant protestant, des gens qui étaient devenus catholiques étaient hystériques, et ma mère était d'une famille archi-catholique. Ils ont tellement souffert dans leur jeunesse d'une éducation hyper catholique que moi on me disait tu choisiras plus tard. Et j'étais obligé j'ai pas obligé ni à l'église, j'ai eu aucune éducation religieuse ni rien. Mais j'aime bien la religion, peut-être que je ne suis pas croyant, mais j'aime la religion pour ce qu'elle apporte aux autres. Elle va vous donner des cours, Madame Trottmann, si vous voulez. Jean-Marc, quand vous étiez petit, vous étiez très gros. Oui. Mais gros comment? Bah, au lieu gros comme Karl Lagerfeld. On m'appelait Barrel. Barrel. Baril. Voilà. Ah ouais, quand même. Jusqu'à 13 ans et la puberté a tout changé. Et c'est pour ça que maintenant vous avez tendance à montrer un peu votre corps. Enfin, on n'est pas contre, hein, mais dans les films, on vous voit souvent dans le plus simple appareil. Bah, j'aime bien ça. J'ai rien de... J'ai pas un problème avec la nudité. Surtout avec Too Much Flesh, c'était un petit peu... C'était le numéro 2, le volet numéro 2 de la trilogie. Sorti un DVD. Voilà. Mais et puis, surtout, c'était quant au complexe américain, j'étais élevé dans une... catholique, militaire, et la sexualité, on n'en parlait pas. Et souvent, quand je revois mon passé, il y avait une grande déformation dans l'éducation. Vous êtes lâché depuis, quoi? Pas lâché, c'est juste, je suis pour la tolérance. Voilà. Alors après le Grand Bleu, parce qu'il est devenu culte pour toute une génération, même si aujourd'hui ça vous pèse, vous disiez qu'il vous arrivait des choses quand même incroyables dans la rue. Les jeunes filles achevaient leur orgasme devant vous, et vous disiez, je cite, vous étiez un objet de masturbation pour les jeunes filles prépubères. Comme moi. Faut pas exagérer pour prépubère, Ariane. Ah bon? Non, mais je sais pas pour la masturbation. Non, mais moi, je parle pour prépubère. C'était bizarre parce que j'habitais à Londres, et le film est sorti à Londres, il a duré 2 semaines. Et à Londres, j'étais pendant 6 mois que le phénomène du Grand Bleu se faisait en France. Et après 6 mois, je suis rentré en France. Et puis, tu sors de l'aéroport et tout d'un coup, tu es dans les rues de Paris. L'hystérie. Oui, c'était quelque chose qui était... Je ne suis pas du tout habitué. On me disait que le film était un succès, mais j'avais jamais fait un film de succès, donc c'était tout nouveau pour moi. Et vous en profitiez de voir comme ça ces jeunes filles toutes excitées à votre... Je ne m'adore pas autant, donc c'était dur d'y croire. Vous n'y croyez pas? Ben non, moi je ne suis pas en adoration devant quelqu'un d'autre comme ça. Et des fois, c'est pour ça que je disais que j'étais un objet de masturbation, parce que c'est elle qui s'amusait le plus que moi. Devant vous? Bah oui. Bon, ben alors pourquoi pas. Et qu'est-ce que vous avez avec ce Grand Bleu? Parce que vous avez quand même dit qu'il a fallu se soigner de ce film, que il fallait casser cette image, que ça pouvait devenir dangereux. Et vous dites, Lars von Trier m'a sauvé. Quand même, vous n'étiez pas en perdition. C'est pas, enfin, ça fait un peu too much, justement. Non, c'est juste que le film prenait des proportions où tout d'un coup, moi étant acteur, je commençais à être invisible et je devenais un petit peu le Mickey français.
Ouais. Parce que ça devenait tellement grand et que j'avais envie d'être un acteur. Je suis venu en Europe, les États-Unis, pour un petit peu essayer d'échapper cette industrialisation de l'image. Vous voulez dire que Besson faisait un peu trop de business autour du film? Non, peu. Luc est quelqu'un de son époque. C'est quelqu'un qui a complètement compris ce que est le cinéma aujourd'hui. Moi, j'avais des autres intentions. Et quand j'ai rencontré Lars von Trier, par exemple, j'ai vu quelqu'un qui se posait des questions plutôt humaines que des questions profitables. J'ai rien contre le profit. J'ai rien contre le profit. Enfin, vous balancez quand même pas mal sur... Mes choix sont quelque chose... Mais vous êtes d'abord d'accord pour dire que sans le Grand Bleu, vous ne seriez pas là ce soir, quand même. C'est sûr. Certain. Vous n'auriez pas fait ce qui a suivi. C'est sûr. Et j'espère que les gens ont suivi un petit peu mon parcours. Car dans Europa, par exemple, c'est l'antithèse du Grand Bleu. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, quand on vient vous voir, on vient encore voir le mec du Grand Bleu? La réponse est oui, quand même, non? Je sais pas. Ça fait déjà 13-14 ans, donc... Vous essayez de vous en défaire. Et ce qui est marrant en plus, c'est quand je vais aux États-Unis, on me reconnaît pour Breaking the Waves. Mais pas pour le Grand Bleu. Non. En tout cas, Besson, vous l'avez taillé quand même, encore cette semaine. Vous dites, il nous relègue un cinéma juvénile qui remplit ses coffres, mais ne fait pas avancer le cinéma. Vous n'allez pas avec le dos de la cuillère sur les films. Léon est un film pervers. Taxi réduit les jeunes à la passivité. L'américanisation du cinéma français tue le passé. Vous n'étiez pas à ce point regardant au moment du Grand Bleu, quand même. Hein. Non, c'est juste que des fois, je suis tellement contre... regardez Harry Potter qui sort, c'est superbe qu'il y a tant de monde qui y va, mais il éclipse tous les autres films. Et c'est quand même un film pour les enfants. Dont le vôtre? Dans le mien aussi. Ouais. Mais Besson, vous n'allez pas vous réconcilier avec lui après ça? Pas réconcilier. Moi, je considère Luc comme mon ami, aussi comme un collègue. Et entre collègues, on doit avoir beaucoup d'humour et essayer de se critiquer entre nous. Mais vous avez dit qu'il ne vous aimait pas. Ah, lui, il m'aime pas, mais c'est... Il vous l'a dit? Ariane, c'est trop tard. Ouais. Non, c'est juste qu'il m'a fait comprendre qu'il voulait plus me voir, c'est tout. Mais comment il vous l'a fait comprendre? Il m'a pas serré la main, voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez une petite idée? Hein? Vous avez une petite idée? Peut-être parce que j'ai dit dans la presse, quant au Grand Bleu, peut-être il croyait que je crachais dans la soupe, comme on dit ici en France. Moi, je voulais seulement poursuivre mon propre indépendance comme un artiste. Et je ne voulais pas être labellé comme quelque chose. Ouais, ben regardez, dans votre indépendance comme artiste, il y a eu tout un parcours qu'on a un peu décrit là dans le petit reportage d'Emmanuel Roux. Puis il y a eu quand même des fausses notes, par exemple Foldel là, avec Ophélie Winter. Qu'est-ce qui vous a pris? Un mec qui part comme ça dans le cinéma marginal, dans Foldel. Je trouve qu'il faut tout faire dans le cinéma. Et en plus, j'ai beaucoup appris. Juste avant, j'avais rencontré Pascal Arnold, le monsieur avec qui vous avez écrit, co-réalisé la trilogie. Voilà. Chaque film m'apporte quelque chose. J'aimerais pas crever un dimanche où j'ai pu rencontrer Elodie. Mais très bien, mais là, quand même, Foldel, c'était quand même pas génial. Ah si, il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent dans la rue pour Foldel. Et ça me touche, ça. Mais vous avez refusé, par exemple, la Reine Margot pour faire Foldel. Ah non, j'ai refusé la Reine Margot pour faire Europa. Oui, et mais Indochine, oui, mais enfin, Indochine, refuser la Reine Margot et aller faire Foldel, excusez-moi. Mais je suis pas français, moi. Vous n'avez pas compris le scénario? J'ai pas à jouer des rôles que vous n'avez pas compris le scénario? Non, c'est pas ça, c'est que je n'avais rien à apporter à ces films. Je n'avais rien vraiment à apporter à ces films. Sur Foldel, vous avez quand même dit j'ai voulu satisfaire. Qui essaye de définir le potentiel de ce que peut être le cinéma européen, et pas seulement du franco-français. Vous vouliez surtout remplir les caisses quand même au moment de Foldel. Vous avez dit j'ai voulu satisfaire mon côté businessman. Je me suis laissé aller. Le scénario de départ était lamentable. On l'a remanié. Le film a évolué de TF1 à France 3. On n'est pas encore à Arte. Voilà, c'est pas exactement. C'est clair. Mais c'est pas du tout ce que vous me disiez là, quoi. Non, écoutez, quand on fait des films, des fois, surtout quand on fait des films de Lars von Trier, on ne peut pas payer les impôts après. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Mais j'ai pris un grand plaisir à le faire. Et en plus, j'étais très impressionné par Ophélie. J'apprends avec chaque film et je les regarde pas. Le seul truc avec le Grand Bleu, c'est que ça a pris des telles proportions que moi-même, comme individu et comme créateur, ça me éclipsé. Et il fallait absolument que je m'échappe de ça. C'est qu'un film. J'espère que là, vous êtes échappé, là. Vous n'êtes pas encore, où il reste un peu... Non, le Grand Bleu fait partie de ma vie. C'est seulement que moi, une chose que ça m'a appris, c'est de prendre plaisir dans ce que je fais. Et je continue dans mes choix. À prendre le maximum de plaisir. Ah oui, c'est pour ça, on n'est qu'une illusion. Hein. Vous ne vouliez pas être une vedette populaire? Je ne sais pas ce que ça veut dire populaire. Comment on le définit populaire? Est-ce que c'est par les rentrées? Une vedette alors? Non, je voulais juste être considéré comme acteur et peut-être réalisateur, quelqu'un qui essaye de partager un moment d'émotion ou de rire, et pas plus. Je suis qu'une illusion où il y a maintes interprétations différentes pour l'illusion que je donne. Je ne me prends pas au sérieux. J'essaye de finir l'année, de vivre bien, et vraiment de prendre plaisir à être un petit peu subversive,
poursuivre mon idée de ce que peut être l'être indépendant aujourd'hui. Alors justement, être indépendant et être subversif, est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour ça, votre physique vous dessert? Pourquoi? Parce que, quand il prend une voix d'enfer pour dire ça, parce que, Pourquoi? Parce que vous avez un physique presque de jeune premier, les cheveux peut-être en moins, mais vous êtes un beau mec, quoi. Ouais. Et on n'a pas, votre physique, le premier abord, on n'a pas l'impression de quelqu'un de subversif. Hein. Ah bon? Vous y êtes forcément dit. Je sais pas, non. Il y a eu beaucoup de beaux subversifs. James Dean, Mayakovsky. Vous êtes dans cette lignée? Pas James Dean, peut-être Mayakovsky, mais Paul Newman, il était subversif aussi. Vous en pensez quoi, monsieur Lagerfeld, de ce que vous venez d'entendre? Voilà. Voilà. Je vous ai peut-être réveillé. Donc vous n'avez pas réveillé. Il dormait derrière Vous ne pouvez pas lui-même. laisser le temps de répondre. Il peut qu'il est très bien, mais je déteste qu'on compare les gens par rapport aux autres. Il est lui et pas quelqu'un d'autre. Voilà. Mais vous comprenez ce qu'il dit, le côté... il Ah oui, fallait oui, ça- mais qu'il en avait marre des Grands Bleus, ça je le comprends, parce que souvent un succès c'est un boulet pour le reste des beaux jours. C'est pas très amusant à vivre. Ce qui est amusant, c'est de faire des choses, de créer des buts, de tout recasser, recommencer. Ce Grand Et Bleu, de ça. brûler le passé, comme vous avez dit. Exactement, exactement. Hein. Pour Et mieux renaître. et avoir c'est à un ce avenir, moment comme elle a d'avoir dit. Oui, c'est pour ça que, comme vous dites, il ne serait pas là sans le Grand Bleu. Besson peut-être pas non plus, et il faut bien commencer avec quelque chose. Moi, je ne serais pas là peut-être non plus si je n'avais pas gagné ce prix. Je aurais peut-être fait autre chose, je n'en sais rien. Donc, il faut bien commencer par Vous auriez quelque fait chose. quoi, d'ailleurs, vous? Ben, très bonne question, je ne me suis jamais posé la question. De toute façon, je me suis sous-exploité, j'aurais pu faire beaucoup plus. Alors, Jean-Marc Barr, dans Being Light, vous malmenez le rêve américain, vous qui êtes en partie américain. Moi, en lisant un peu tous les papiers, tout ce que vous avez pu dire sur l'Amérique, sur tous ces gens, on a vraiment l'impression que vous, vos compatriotes, pour vous, c'est tous des gros cons, quoi. Non, c'est pas tous ces concours. Limite, quand Ce même. qu'on montre et ce qu'on voit ici en Europe des États-Unis est une petite partie. C'est seulement qu'aujourd'hui, on a un petit peu perdu les pédales, comme mon personnage Jack dans le film, que tout d'un coup, le profit est devenu tellement quelque chose d'important qu'on a perdu un petit peu le lien avec l'âme. Spécialement aux États-Unis. Oui, c'est quelque chose qui s'est passé après la guerre. On a pris domination de l'Europe et éventuellement le monde. En ce moment, on est en train de le vivre au maximum avec ce qui se passe. Mais est-ce que vous êtes du genre Arlette Laguillet qui, grosso modo, a dit les Américains n'ont eu finalement que ce qu'ils avaient semé et presque mérité? Limite, quand même. Moi, en lisant... Je pense que ça a traversé la tête à tout le monde, ça. Je pas pense forcément, aussi. non. Je pense Non, qu'aussi regardez, c'était- Mme Trotman, ça lui a pas traversé la tête une seconde. Non. Non, je pense pas, parce que je pense que le problème est différent. Et personnellement, je fais partie de ceux qui ont vécu ces images du 11 septembre comme un tournant, mais qui était aussi une question pour nous tous. Parce qu'il y a certainement la puissance des États-Unis, il y a aussi notre responsabilité à nous, nous tous. Je veux Mais dire. ce que dit Jean-Marc Barr, c'est leur responsabilité à eux. Vous, à un moment donné, en lisant en fait votre dossier, j'ai vu tout ce que vous disiez sur les Américains, le côté la société américaine n'a pas les mêmes valeurs que les nôtres, elle place le profit avant l'humain. En 90, vous rêviez d'une bonne révolution, et je me suis dit, ça doit être dur à tenir le même discours après le 11 septembre, parce que ça, grosso modo, ça donne l'impression qu'ils n'ont eu que ce qu'ils méritent. Hein. Non, c'est pas tout à fait ça. Moi, j'étais en choc comme tout le monde, mais on ne s'est pas posé la question pourquoi tout ça est en train de se passer. On dit que c'est une guerre de terroristes, mais je dirais que c'est plutôt une guerre de pétrole et que justement les industries qui sont derrière sont en train d'utiliser ces alibis et qu'il y a un bon et un mauvais comme dans un film et chaque guerre qui arrive est comme un nouveau film et c'est dur à avaler ça comme citoyen, surtout quand on ne décide pas nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est fait pour nous. Et je ne sais pas comment les gens ils sont quand ils regardent à la télévision, les bébés ou les enfants, et même les autres personnes qui sont bombardées. Moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne sais pas si on va arriver à un but qui va vraiment nous sauver de la situation. Et quand Vous même, êtes optimiste? Non, en ce moment, non. Je ne suis pas optimiste. J'essaie de subir ça. C'est pour ça qu'on a fait Being Light. Avec Being Light, un petit peu le principe, c'est peut-être de croire en rien. Aujourd'hui, ça peut être un art et peut être sain, parce qu'il y a la certitude dans tout en ce moment. Et je pense que le doute, au moins, nous fait réfléchir un petit peu. Et là, en ce moment, on est que l'action, et l'action, elle est faite dans notre nom. Et il y a beaucoup de morts et beaucoup de tristesse et beaucoup de souffrance. Et je ne sais pas quand ça va s'arrêter. On a l'air d'être au début d'une grande chose. Un grand chaos. Pour revenir à vous, quand vous parliez de doutes, si vous n'aviez pas eu tous ces doutes, justement, vous concernant, et si vous laissiez porter par la vague hollywoodienne, est-ce que vous pensez que vous seriez devenu, en fait, Christophe Lambert? Pour moi, là, en écoutant ce que vous me dites, vous êtes l'anti-Christophe Lambert, quoi, grosso modo.
Peut-être, je sais pas. Moi, j'étais beaucoup influencé par les Américains. Les Américains, avec les Français, dans la Révolution, ont beaucoup défini ce que était la liberté individuelle et cette quête pour la liberté individuelle. Et cette chose-là est très importante pour moi. C'est comme Easy Rider, pour moi, est le dernier grand western. Des messieurs en quête pour leur liberté. Et j'essaye de garder cette chose pour moi. On parle aux États-Unis que le gouvernement ne se mêle pas du tout, mais là, si on regarde bien, en ce moment aux États-Unis, 1984 est une bande dessinée, et qu'il faut quand même se questionner sur ce qui est en train de se passer comme citoyen. Votre film, il permet ça, Greenlight, d'une certaine manière? Il permet de questionner un petit peu comment on est un petit peu conditionné par ces standardisations du média, du cinéma. De façon un peu caricaturale? La révolte et la résistance, elle est dans les instincts et les rires. Et je pense que c'est ça qu'on veut communiquer. C'est une résistance presque féminine, pas dans les idées, mais dans l'instinct. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être, on est dans un monde qui est trop viril, qui a beaucoup été influencé par justement des films de violence et d'explosion et de virilité. Et je pense que c'est une mauvaise conditionnement, surtout pour la jeunesse. Parce qu'en plus, moi j'ai eu l'occasion de quand même découvrir Godard à un âge assez jeune, des choses comme ça. L'autre cinéma allemand, français, c'était pas le cas de beaucoup d'Américains. Et aujourd'hui, je rencontre une génération qui a été influencée depuis 15-20 ans qu'avec les films américains et qui n'ont même pas cette curiosité. Et donc je vois un petit peu ce côté orwellien qui est en train de se passer chez nous. Donc vous avez une prise de conscience, enfin que vous avez depuis longtemps, et que vous voulez qu'il y ait une prise de conscience collective. Je voudrais que chaque citoyen se pose la question, est-ce qu'il est vraiment libre aujourd'hui? Et est-ce qu'il prend vraiment la responsabilité envers sa société? Moi, je ne le prends pas. Moi, je ne vote plus. Depuis 10-15 ans, je ne vote plus. Avant, vous votiez quel bord? Ah oui, oui. Sympa, merci. Si vous voulez aller à Strasbourg. Non, mais justement en France, par exemple, j'ai arrêté de voter après Reagan aux États-Unis. J'ai voté Mitterrand la première fois. Mais étant que j'étais à Londres, quand je suis venu en France vivre, étant que je n'ai pas écrit une lettre au consulat à Londres, consulat français, pour rayer mon nom de la liste, le jour de l'élection, des dernières élections présidentielles, on ne m'a pas laissé voter. Ah ouais. Pour une question Et donc bureaucratique. là, vous ne votez plus là aujourd'hui. Mais je trouve Karl, ça... comme vous, Karl, finalement. J'ai jamais voté de ma vie. Jamais voté. Même pas chez vous en Allemagne? Ah non, j'ai jamais vécu en Allemagne presque. Mais alors? Eh non. Eh non. On me disait, il faut que tu partes ici. Hambourg, c'est la porte du monde, mais ce n'est que la porte. Dans un sens, pas dans l'autre. Jean-Marc, la réalisation, ça y est, c'est votre truc, là, après le troisième volet de cette trilogie. Hein. Donc, le premier, c'était Lover sur la liberté d'aimer. De baiser et de penser. Sur la liberté sexuelle. de plaisir. Bon, enfin, Et le dernier, donc, Being Light, sur la liberté de penser et d'agir. Ça y est, c'est votre truc, la réalisation. La réalisation est venue quand justement le Dogme est arrivé à Cannes il y a 2-3 ans, avec et tout d'un coup, il y a une crédibilité qui est venue avec ces tournages en digital. C'est souple, quoi. C'est très souple, quoi. Oui, tout d'un coup, où de faire un film était un énorme risque catastrophique, tout d'un coup, on pouvait, à travers cette technologie, emmener une cohérence économique où les coûts n'étaient pas catastrophiques. Là, pour les 3 films, 18 millions de francs, c'est ça? Pour les 3 films, c'était le prix d'un premier film français. Voilà, et là, vous en avez fait 3. Il faut l'engager aussi là pour votre exposition internationale. C'est ce que je pensais. Ça y est, ce soir, on vous fait le casting. On aura l'occasion d'y parler. On vous fait le casting. De toutes ces questions qui ont été évoquées. Il y a déjà un projet là pour le prochain film? Là maintenant, on va essayer de tourner peut-être en 35, car maintenant Donc, 35 mm plus cher et plus lourd. Non, c'est justement ça, c'est le digital maintenant. Pour louer la bonne caméra digitale, elle est plus chère à louer que le 35. Ah ouais. Donc les choses ont changé. C'est pour ça qu'on avait fait cette free trilogie. On s'est dit, on a quelques temps pour utiliser le monde comme notre théâtre. On a tourné un film à Paris, un autre film en Illinois aux États-Unis, un autre film en Inde, où les gens nous ont pris pour des touristes. Et on a eu la possibilité, avec des grands acteurs comme Romain, avec Elodie, avec Rosanna, de quand même faire du cinéma. Sans autorisation en Inde. Hein. On a demandé l'autorisation et on l'a reçu 3 mois plus tard. Vous avez déjà fait le film. Voilà. Un mot sur la liberté d'aimer, comme vous disiez, ou de baiser. Vous disiez que vous masturbiez 3 fois par jour. Excusez-moi, mais c'est toujours le cas? Ça va pas mieux, Ah bah écoutez, il le dit, je trouve que ça m'a étonné. C'était quelle année ça? Ça dépend de l'année. Hein. Parce que si j'étais en train de tourner beaucoup de films à ce moment-là, c'est un petit peu le... Mais c'est Rocco Siffredi la semaine dernière qui mais vous disiez, il n'y a rien de mal à faire l'amour avec celui qu'on aime, comme disait Woody Allen. Voilà. Un acteur doit s'adorer. Oui, et c'est un bon travail pour l'imagination. Ça dépend quoi vous pensez. Bah non, les acteurs, ils doivent se mettre dans une situation. Mais c'est toujours le cas, c'était ça ma question. Excusez-moi, mais c'est très terre à terre. Et pour ici, vous, c'est comment? Mais moi, ça n'a jamais été 3 fois par jour. Ah, jamais? Jamais. C'est dommage.
Ah bon? Vous voulez pas répondre? C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi qui vous ai obligé à le dire. C'est des exercices existentiels. Voilà. Voilà.